Je m'appelle Guilhem Battistella. Adeline de Gut, et nous sommes écologues et maraîchers. Super. Salut! Aujourd'hui, nouvel épisode de Parole d'écologue. On va rencontrer des écologues maraîchers. C'est parti! Salut! Salut Nico! Salut! Tu es ravi? Ah ouais! Merci! On a loupé le bienvenue dans le hospice. Dans l'environnement, je travaillais dans plusieurs domaines. Je fais du bureau d'études au début. J'ai travaillé dans la recherche scientifique sur plusieurs animaux, des mammifères ou des oiseaux. Et c'était des boulots vraiment passionnants. Je me suis vraiment épanoui à travers ces métiers-là, où ça m'a permis aussi de découvrir d'autres personnes, d'autres métiers aussi, et d'autres modes de vie, paysages, etc. Mais ça manquait un peu de sens à travers moi, ce que je faisais dans la finalité. Il y avait peu d'aboutissements d'un point de vue protection de l'environnement. Du coup, c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu autre chose qui était toujours en lien avec l'environnement. Et moi, comme je suis quelqu'un de terrain, j'ai besoin d'être dehors. J'ai essayé quelques trucs et puis l'agricole, ça me parlait pas mal. Ouais, c'est une façon concrète au final d'agir au quotidien, de produire de façon durable. C'est un peu ça qui nous a orientés vers ça. Tout à fait. Du coup, pour ma part, j'ai travaillé après mon master d'ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité dans un groupe d'arboriculture. J'étais responsable RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Pour donc essayer de rendre les pratiques des arboriculteurs un peu plus vertueuses envers l'environnement. Ça a été très compliqué. Du coup, j'ai fait une pause et j'ai ensuite travaillé dans une association de protection des pollinisateurs, Arthropologia, à Lyon. On accompagnait donc les espaces verts et les communes pour essayer d'intégrer des pratiques favorables à la biodiversité. Et puis ça manquait un peu de concret pour moi. Être derrière un ordinateur et faire des rapports, au bout d'un moment ça me parlait moins. J'avais envie de mettre les mains dans la terre et essayer de faire des choses concrètes. Et donc on a créé cette ferme qu'on a appelée le jardin des osmies. Osmies parce que ce sont des abeilles sauvages, des petites abeilles maçonnes qu'on trouve, qui sont assez communes et qui, en fait, ça représentait un petit peu le lien entre nos anciens travails, nos anciens emplois et les nouveaux, et aussi le lien entre la biodiversité et l'homme, puisque, sans pollinisateur, il n'y a pas de nourriture. Ouais. Beaucoup moins en tout cas. Sur la ferme ici, on produit des légumes, on essaie d'avoir une offre la plus diversifiée possible. L'idée, c'est de produire de la nourriture pour les habitants, pour un territoire. Donc avoir une large gamme, pas forcément, on ne vise pas la quantité. C'est pour ça que dans notre ferme, on est très peu mécanisé, on fait tout à la main. On a aussi des poules. L'idée, c'est aussi d'être autonome sur les œufs et donc de produire nos poules pondeuses. Donc on espère faire une poussinière pour aussi travailler avec des races plus rustiques, locales. On est en pâturage tournant. Ça veut dire qu'on change les enclos toutes les semaines. Les poules, on a 100 poules qui occupent un enclos de 625 mètres carrés, je crois, qui est déplacé chaque semaine. Et après, on déplace le poulailler une fois qu'on a fait les 4 côtés. Donc tous les mois, on déplace le poulailler. Et la surface du parcours poule correspond à peu près à 2 hectares.
Une de nos convictions, c'est d'essayer du coup de faire le plus local possible, et ça vaut pour tout. C'est-à-dire que pour l'alimentation des poules, là on fait appel à une coopérative qui se fournit à 80% localement. En tout cas c'est du 100% français. Et notre objectif, c'est de planter des arbres et des arbustes qui produisent une partie de la ration alimentaire des poules. C'est pour ça qu'on fait partie d'un programme qui s'appelle Auprès de mes arbres, qui est porté par l'association Envol Vert, et donc qui accompagne des agriculteurs tous les ans sur leur projet d'agroforesterie. Et donc l'idée c'est... Après, on sait très bien qu'on n'aura jamais une ration à 100%, ça, toute l'année, etc. Ouais. Mais si on peut déjà limiter, ouais. ça aura plus de sens. Ouais. Et donc pareil pour la fertilisation donc, des cultures légumières. Donc on fait avec les déjections de nos poules. Et ensuite on paille avec du broyat que nous amènent les espaces verts. Espaces verts et puis communes. Du coup, pour eux, c'est un déchet, et nous, ça nous permet de valoriser ça sur nos légumes. On a déjà, d'un point de vue naturaliste, des choses très intéressantes sur le terrain qu'on espère conserver et même, développer, ouais. Du coup, pour les oiseaux, peut-être que tu peux commencer. Pour les oiseaux, on a plusieurs espèces de chouettes, de rapaces nocturnes. On a la chouette hulotte, la effraie, la chevêche. On a aussi pas mal d'oiseaux qui sont inféodés aux prairies, comme on a beaucoup de prairies derrière, plusieurs alouettes, des cochevilles en passage, etc. Tous les soirs, on entend les eudicnèmes qui chantent dans les champs aux alentours. On a déjà vu des élagnons qui chassaient sur les prairies autour d'ici. Et puis après, il y a beaucoup d'autres oiseaux. Il y a des loriots qui nichent dans les chênes au fond de la parcelle. On a des huppes de passage, beaucoup de pics, ouais. Des étourneaux aussi, des geais. Et aussi des espèces botaniques. Et aussi beaucoup d'orchidées. Sur les coteaux qu'on peut voir un peu au-dessus, on a tout un cortège d'orchidées et de fleurs inféodées aux pelouses sèches. Je ne vais pas commencer à les citer, mais je pense qu'on a à peu près une douzaine d'espèces d'orchidées. Et ça c'est aussi un de nos questionnements, c'est comment maintenir ces espèces de façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire en évitant une fauche et une exporte de la matière organique, mais en essayant aussi d'intégrer peut-être un cheptel de moutons pour maintenir certaines zones ouvertes. On n'est pas fils d'agriculteurs, en tout cas nos parents ne sont plus en activité pour ma part, et du coup on a mis plus de 2 ans et demi avant de trouver notre terrain. Ça c'est vraiment un des gros freins à l'installation. Oui, aujourd'hui, les exploitations vendues sont souvent des grandes exploitations, donc du coup, ça coûte très cher. Et les petites, vraiment, au début, pour faire du maraîchage, on cherchait quelque chose comme 1 hectare, parce que c'est largement suffisant. Mais au final, si ça fait moins de 3 hectares, la SAFER n'intervient pas, donc des particuliers peuvent acheter. Ou très rarement, et du coup c'est compliqué de trouver du foncier avec des petites surfaces, d'autant plus il y a une habitation, etc., ce qui fait aussi augmenter les prix, et du coup ça a été vraiment compliqué au début de trouver l'endroit pour s'installer et de jongler avec tous ces paramètres. Ça nous a pris 2 ans et demi de recherche active, mais ça valait le coup parce que ici on est très heureux, c'est vraiment un super cadre de travail. Alors concernant les espaces, on a acheté 28 hectares agricoles, qui sont on va dire 26 hectares de prairies et 2 hectares de haies linéaires boisées, de milieux un peu plus forestiers. Et nous, avec le maraîchage, on occupe à peu près 3 à 4 000 m² cette année. On n'a pas vraiment vocation à s'étendre beaucoup plus, peut-être qu'on fera 6 7 000, mais on fera toujours moins d'1 hectare. D'un point de vue technique, on cultive tous les légumes et les œufs, même la prairie est certifiée agriculture biologique. Et on conduit nos cultures maraîchères sans travail du sol, c'est-à-dire qu'on limite, qu'on ne fait pas de travail sur les sols pour conserver la vie du sol et aussi pour pour limiter les tâches de désherbage.
parce qu'en fait quand on travaille le sol, on fait des levées de dormance aussi de la banque de graines qu'il y a dans le sol. Et le fait de non travailler le sol, c'est on perturbe un peu moins et du coup on limite l'expression de cette banque de graines. Mais en contrepartie, on est obligé d'amener beaucoup de matière organique en surface, comme ici il y a du compost, après il y a du broyat, de la paille. C'est des techniques différentes et qui apportent a priori plutôt des bons résultats. Le fait d'être maraîcher aussi, ça veut dire qu'on travaille quasiment tous les jours dehors, par tout temps. Et du coup, on est sujet à voir plein de choses diverses et variées. Et personnellement, j'ai jamais aussi bien suivi les flux migratoires des oiseaux que depuis que je suis maraîcher. Alors que quand j'étais ornithologue, paradoxalement, on bossait pas mal en bureau, même si je faisais pas mal de terrain. Et bien là, d'être dehors tous les jours, on voit les premiers loriots, les premières huppes, les premiers rossignols qui chantent. Et c'est vraiment un plaisir au quotidien de pouvoir suivre tout ça. Ouais, on assiste aussi à des scènes qu'on n'assisterait pas en travaillant dans des bureaux. Par exemple, hier, on a du coup fauché le parc des poules. Et le soir même, donc on déplace le poulailler. Et on voit une chevêche qui se pose dans l'herbe juste à côté de nous alors qu'on est en train de déplacer et qui commence à chasser dans l'herbe qui venait d'être coupée, du coup, puisque c'est donc un oiseau inféodé au milieu ouvert. Et puis du coup la cohabitation était vraiment chouette puisqu'on continue notre activité. C'est le cas de le dire. Voilà. Et la chevêche continuait à se poser sur notre pépinière. Ça lui faisait un petit point d'observation. Hop, elle replongeait dans la prairie qu'on avait fauchée. Ouais. Elle chassait, elle se reposait sur la pépinière. Et ça, c'est vraiment des moments chouettes. Ouais, et puis en plus, même souvent sur les bords des serres, il y a les faucons cresserelles qui se posent pour chasser. C'est vraiment chouette d'assister à tous ces moments-là. Ouais. Oh, trop bien! Une huppe? Ouais, une huppe qui vient de passer là. Ah, trop bien! Regarde, on la voit encore. Ouais. Elle est partie là, là. Tout à l'heure, c'était le martin pêcheur. Ouais, c'est fou le martin pêcheur ici. Moi, je viens de votre côté un peu. Bougez pas, Ouais. Je viens de votre côté aussi, j'en ai marre de rester derrière la caméra. T'as bien raison. Oui, du coup, vous êtes maraîcher depuis très peu de temps, enfin paysan depuis très peu de temps, et vous faites ça pour un peu changer les choses à votre échelle. Oui. Et est-ce que, là ça fait que 6 mois du coup, est-ce qu'au bout de 6 mois, vous êtes satisfait ou vous commencez à être satisfait de ce que vous faites justement par rapport à la biodiversité ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc. Oui et non. Oui, on est satisfait, clairement, enfin, d'un point de vue épanouissement personnel, ça répond à toutes nos attentes, même au-delà. Enfin, on est heureux au quotidien. On est au contact de la nature. Au niveau de l'intégration sur un territoire, je trouve qu'on a eu un super accueil et il y a un dialogue qui se fait, on propose des produits locaux de saison. Enfin, nous, ça nous tenait à cœur de aussi proposer ça sur un territoire où il n'y avait pas encore cette offre-là. Et puis les gens jouent le jeu, ils sont super emballés et c'est génial quoi. Okay. On est très on a bien vraiment intégrés. Un très bon accueil. Okay, super. Il y a juste une chose qui nous questionne aussi, c'est l'impact de notre activité sur l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, c'était une pelouse avant. Et puis on a installé des cultures, on a modifié l'espace. On a aussi un impact, ne serait-ce que parce qu'on met des serres, parce qu'on met des filets, on occupe un espace. Et il faut bien produire de la nourriture. Donc là, c'est encore une histoire de compromis entre notre activité et puis la place qu'on laisse à la nature. Ce qu'on essaye aussi justement de faire, c'est de faire sur une petite surface et d'intensifier notre façon de cultiver pour vraiment optimiser l'espace et ne pas en occuper plus, laisser le plus possible de place à la nature. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'associations et qu'on travaille aussi avec la temporalité de chaque légume. C'est-à-dire que par exemple une carotte qui va mettre du temps à lever, etc., on l'associe avec des radis par exemple, pour que le temps qu'elle se développe, on puisse déjà récolter les radis comme il y a derrière nous qui sont déjà prêts alors que les carottes sont vraiment toutes petites. Ok, donc vous superposez un petit peu les cultures pour gagner un maximum de place et... C'est ça, et du coup plus de place, ça nous permet de tout concentrer, donc il y a aussi moins de désherbage vis-à-vis de ça vu que une planche en cumule plusieurs en fait, il y a moins de surface qui est couverte par nos cultures. Et après pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, au début on voulait pas de tracteur, on voulait pas de bâche, on voulait pas de plastique, pas de pétrole.
Et en fait, ça nous apprend aussi qu'on est obligé de faire des compromis. On est obligé d'avoir des bâches pour nos serres et puis pour le sol aussi, parce que c'est du pétrole solide, mais ça nous permet d'éviter d'avoir du pétrole liquide, entre guillemets. Au lieu de passer 15 fois avec un tracteur pour détruire une prairie, et ben on met une bâche et on a, je sais pas, 50 kg de pétrole solide, mais qu'on peut réutiliser pendant 10 ans, quoi. Ouais. Donc après, c'est une histoire de compromis. Et du coup, on essaye de s'améliorer, de réfléchir à plein de choses pour aller toujours vers le plus vertueux, réutiliser des matériaux ou faire avec de l'occasion. C'est top déjà au bout de 6 mois d'être autant dans la réflexion de ce que vous faites. Enfin, je pense que si tous les agriculteurs faisaient comme ça, je pense que ça changerait vraiment la donne. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et pour la vente, du coup, comment vous débrouillez pour vendre vos légumes et vos œufs? C'est quoi Alors on fait tout en vente directe. Ouais. C'était un de nos objectifs, du consommateur au fournisseur. Je sais pas quoi dire. Du producteur pardon. Oui, pardon. Producteur au consommateur. Du coup, on a aménagé une salle dans le hangar et les gens viennent 2 heures par semaine récupérer les légumes qui leur conviennent. On fait aussi des systèmes de paniers où on leur confectionne des paniers et ils ont juste à venir les retirer. Et après, il y a un 3e jour où c'est des paniers sur mesure. Et comme ça, en fait, on fait à chaque fois sur 3 jours consécutifs, donc le mardi, le mercredi et le jeudi, ce qui nous permet, et à chaque fois c'est 2 heures, 2 heures et demie, donc ça permet vraiment de condenser un maximum la place de la commercialisation, Oui. parce que par exemple, si on faisait des marchés, il faut récolter la veille, le matin il faut se lever très tôt, il faut installer l'étal, il faut passer la matinée à attendre les clients, et à la fin du marché il faut remballer les invendus, etc. Donc au final on perd une bonne journée entière pour vendre une demi-journée, alors que nous on prend les légumes au champ, on les amène dans la salle de vente, 2 heures plus tard les gens viennent, on a juste à rester 2 heures sur place, quoi. Et ça peut pas être plus frais, quoi. Donc, Exactement. Ah non, c'est vous compte ça? Ah. Oui, c'est vous compte. Ouais, Chrisou, Et il chose ça. il voulait se poser sur la salle. ça sera gardé au montage.